Bonjour Alain Minc. Bonjour. Vous êtes essayiste, un essayiste célèbre et prolifique parce que vous produisez beaucoup. Et le dernier opus, comme on dit, de votre main, c'est Une humble cavalcade dans le monde de demain. C'est chez Grasset. C'est au fond une espèce de... Les anglo-saxons disent la big picture. C'est un coup d'œil un peu aérien sur quelques-uns des très grands sujets qui sont aujourd'hui au cœur de nos réflexions, de nos interrogations. Vous parlez de la montée du populisme, de la montée des inégalités, de la montée d'un sentiment où le monde n'a plus de domination. On avait un monde bipolaire, États-Unis, URSS. On a eu un monde avec un chef américain qui dominait le monde, et tout ça se délite. Je vous propose de se fixer sur trois de vos grandes idées. D'abord, la montée du populisme. Vous dites que ce populisme est très différent de ce qu'il était. Ça n'est plus un populisme d'extrême droite, c'est un populisme de refus du système. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Je crois que c'est l'effet de la crise. C'est-à-dire qu'au fond, le grand mécanisme de bonheur social sur lequel on a fonctionné, et qui exprimait très bien en son temps un livre de Valéry Giscard d'Estaing, quand il était en charge, qui était 2 Français sur 3. 2 Français sur 3. Il cherchait une majorité de 2 Français sur 3. Il cherchait une majorité de 2 Français sur 3, mais surtout une homogénéité sociale de 2 Français sur 3. Et il est bien évident que de ce point de vue, les 15 ou 20 dernières années ont complètement cassé ce processus. L'immense classe moyenne s'est émiettée, le train s'est allongé, les inégalités, les très pauvres, les premiers de cordée et les derniers de la cordée. Et donc, je crois que on ne vit que les conséquences politiques, c'est peut-être un peu marxiste, d'un immense phénomène sociologique et économique. Vous dites on n'a pas vu pendant 20 ans l'ascension d'un populisme qui met en cause les fondements de nos démocraties libérales. Ça ne veut pas dire que ce populisme n'aura pas de solution. Et vous en proposez une, le populisme mainstream. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le populisme mainstream, c'est ce que nous avons vécu en France. Ça n'est pas né en France, ça n'est pas le phénomène Macron, le premier élément. C'est né en Espagne, d'un parti qui s'appelle Ciudadanos, qui a de très grandes chances d'accéder au pouvoir aux prochaines élections. C'est-à-dire, ce sont des mouvements, En Marche en est aussi expression, qui reprennent les techniques du populisme, qui est mise en cause des partis traditionnels. On fait le levier sur le mouvement de la société civile et on prêche pour une mutation ou un changement des élites, une espèce de dégagisme. Oui, mais un dégagisme qui ne consiste pas à dire il n'y aura pas d'élite, on change d'élite. Mais d'habitude, ce populisme, là, est au service d'idées extrémistes, et là, de gauche ou droite. Et là, ce sont des idées, comme on dit dans le monde anglo-saxon, mainstream, Ciudadanos comme En Marche, sont très pro-européens, très économie sociale de marché, très défenseurs de notre modèle quand il fonctionnait. C'est quoi ? C'est un populisme centre-droit, centre-gauche ? Plus centre-droit que centre-gauche, de facto. Mais en tout cas, là où il est aussi il est plus modernisateur que les populismes classiques qui nous amènent à des impasses, c'est qu'il ouvre une perspective politique qui est compatible avec le monde tel qu'il est. Les autres populismes sont dans des approches idéologiques qui sont contraires à la réalité. De renversement ou de protestation. De renversement ou de pure protestation ou de non-compréhension du monde, dont le point d'orgue a été l'effondrement à la fois fascinant et pathétique de Madame Le Pen face à Macron. Au cours du débat. Et ensuite, un des grands chapitres et un des grands sujets que vous traitez, et qui est d'ailleurs une des causes du populisme, c'est la montée des inégalités. Ça occupe une partie importante de votre livre. Vous dites que cette montée des inégalités n'a pas provoqué, au sein du monde intellectuel, une réflexion et la création de quelque chose qui pourrait expliquer cette montée et comment en sortir. Un vide intellectuel, dites-vous ? Je pense qu'on ne réfléchit pas assez à cette montée des inégalités. On se focalise beaucoup, et le succès de Piketty en a été l'expression, sur les inégalités économiques. Et on peut simultanément penser que dans un monde globalisé, il est difficile de comprimer les inégalités économiques. On peut le faire. On l'a fait beaucoup plus que les États-Unis. En revanche, on ne parle pas de redistribution. On le fait pas. La redistribution en Europe. Il y a 30 ans, 1% de la population prélevait 8% du revenu. Elle prélève toujours 8% du revenu, peut-être 9%. Aux États-Unis, c'était 8%, c'est 25%. Tout est dit. En revanche, il y a eu parallèlement à cela, sans qu'il y ait un lien direct, une montée des inégalités culturelles, des inégalités éducatives, des inégalités
psychologique, et ça, on ne s'en préoccupe pas. Et c'est ces inégalités-là qui minent, dites-vous, une partie du sentiment d'adhésion à la nation, et qui crée d'ailleurs le populisme, on y revient. J'en prends un exemple qui me paraît très frappant, qui est maintenant ce mot France périphérique, France centrale. Ouais. À Bordeaux, Macron fait 90% au deuxième tour. À Toulouse, il fait 90% au deuxième tour. Dans un département que je connais bien, qui est le Lot-et-Garonne, à mi-distance, à 1 heure d'autoroute de chacune des métropoles. Ouais. 1 heure d'autoroute, on ne peut pas dire que c'est, pardon de ce mot, le trou du cul du monde. C'est pas le désert rural, oui. Marine Le Pen est en tête. Ouais. Donc ça veut dire que le sentiment d'exclusion est un sentiment plus psychologique que réel. Et parce qu'il est plus psychologique que réel, il est beaucoup plus difficile à combattre. Vous dites, face à cette montée des inégalités, il existe 4 attitudes possibles. Nier le phénomène le plus longtemps possible, pratiquer le catastrophisme, tabler sur l'autorégulation ou parier sur un mouvement social inattendu, imprévisible, aux formes sans précédent, aux conséquences également imprévisibles. Laquelle de ces 4 attitudes préférez-vous? Non, je préfère ou je pronostique. Pronostiquez-vous. Je pense qu'on peut avoir, venant des États-Unis, un mouvement social un peu type mai 68. Pourquoi venant des États-Unis? Parce qu'il y a un problème que les Français ne voient pas, car Dieu merci, ils en sont protégés. C'est sur les catégories, les jeunes qui font des études supérieures, oui. Le poids hallucinant de l'endettement. L'endettement pour payer leurs études. Pour payer leurs études. Aux États-Unis, vous pouvez faire des études quand vous êtes doué, quand vous êtes ou riche ou très pauvre. Parce que quand vous êtes très pauvre, vous êtes boursier. Mais un gosse de la classe moyenne commencera sa vie professionnelle avec $300 000 de dettes sur les épaules. De dettes qu'il doit rembourser en travaillant. C'est insupportable. Et donc, il y a là probablement, parce que c'est toujours dans les universités que naissent ces protestations, les ingrédients de quelque chose de profond. Et d'ailleurs, Bernie Sanders a fait campagne là-dessus. Le leader de la gauche. Le leader de la gauche. Qui a échoué, hein, qui a été battu par Hillary Clinton. Oui, il a échoué. Mais si on met bout à bout, Bernie Sanders aux États-Unis, Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, 40% des voix, et à sa manière, Jean-Luc Mélenchon ici avec son public jeune, il faut y voir on peut ne pas s'en réjouir, mais il ne faut jamais ignorer les symptômes. Il y a un sujet. Dernier point sur lequel je vous demande de nous expliquer ce que vous voulez dire. Vous dites, et là on parle de l'équilibre du monde et du fait qu'il n'y a plus une puissance dominante. En fait, une guerre de 30 ans, dites-vous, une guerre de 30 ans est une certitude, mais elle peut se dérouler à basse, haute ou très haute intensité. Qu'est-ce que c'est que cette guerre de 30 ans? D'abord, dire guerre de 30 ans au Proche-Orient. C'est-à-dire que la disparition des accords Sykes-Picot d'il y a un siècle, c'est-à-dire le redécoupage artificiel de cette région par les Anglais et les Français, il n'y a plus de frontières. Voilà. Et il y a des clivages, et il n'y a pas que le clivage religieux. Donc il y a plusieurs cas de figure. Aujourd'hui, c'est la basse intensité. Le vrai enjeu qui fait tout à fait changer la nature, c'est est-ce que l'Arabie saoudite s'effondre ou ne s'effondre pas? Si l'Arabie saoudite s'effondre, on entre dans un processus qui peut trouver un point d'équilibre s'il y a une grande puissance sunnite, l'Égypte, et évidemment une grande puissance chiite, l'Iran. Mais ce n'est pas une certitude. Alors après, le destin de l'Arabie saoudite, c'est à la fois le prix du pétrole. À 50, quand on est en dessous de $50, ils sont en train de bouffer 20% de leurs réserves accumulées par an. Et c'est aussi l'instabilité politique dont on voit aujourd'hui les germes. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y aura pas un contre-coup sous une forme ou sous une autre à la tentative, disons, d'autocratie rampante du jeune prince. Pour faire le tour de votre livre et essayer de le résumer, ça n'est pas un bloc d'optimisme quand même. Vous levez des sujets qui sont complexes et dont on voit qu'ils n'ont pas aujourd'hui de solution. Il y a 20 ans, ils avaient une solution. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait « La mondialisation heureuse ». Il y avait une solution. Celle-ci s'est perdue dans les sables. Il y a 20 ans, c'était le paradis. Le capitalisme et la mondialisation faisaient progresser la classe moyenne du monde entier et les États-Unis faisaient la police. Alors, le capitalisme continue à faire progresser, mais les États-Unis ne font plus la police. Et la mondialisation ne peut plus être considérée comme heureuse. Si, pour un petit Indien, elle est heureuse. Elle est heureuse donc pour la majorité de la population mondiale. Merci Alain Minc. Je rappelle votre livre « Une humble cavalcade dans le monde de demain », c'est chez Grasset. Merci beaucoup.